cher Lord Norman, cher Monsieur Virlogeux, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir à la Cité des sciences et de l'industrie. En temps de Covid, et donc je pense que nous sommes plus nombreux en ligne derrière un écran que dans cette salle ce soir, mais je salue tout le monde chaleureusement. C'est évidemment un très très grand honneur d'accueillir ce soir, à distance en ce qui concerne Lord Foster, et en présence de Michel Virlogeux, d'accueillir l'architecte et l'ingénieur sans doute d'une des plus belles réalisations du génie industriel français et international, le viaduc de Millau. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de l'exposition qui est à quelques mètres au-dessus de nos têtes, qui s'appelle XXHL Gigatour et Mégapont, sur les constructions de grande hauteur et de grande largeur, donc les tours et les ponts. Et ce soir, nous prenons un des éléments emblématiques de cette exposition. Je vous invite à aller la voir. Il y a un dispositif entier sur le viaduc de Millau, mais quoi de plus intéressant que d'accueillir ceux qui l'ont inventé, conçu, dessiné, mis en œuvre. Comment est-ce qu'on passe de la commande à cette réalisation qui, je crois, restera pour longtemps comme la plus célèbre dans notre pays. Je ne vais pas être plus long, sinon dire à Michel Virlogeux qui nous a très gentiment accompagnés pour réaliser cette exposition que je leur remercie d'être là ce soir, du temps qu'il consacre à parler de son fabuleux métier. C'est un des grands ingénieurs de ce pays et j'espère qu'il inspirera, comme il l'a fait jusqu'ici, de nombreux jeunes à embrasser ces carrières magnifiques dans lesquelles le génie créatif de l'homme donne toute sa mesure. Je vous laisse la scène et la parole, cher monsieur. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est une occasion de commencer par écouter Lord Foster qui va peut-être donner une introduction à cette séance. One of the turning points for me was the invitation from Michel to be part de la part de Michel of the team à on this participer project. à ce projet, à faire partie de l'équipe. Je ne peux pas vous dire à quel point j'admire, à quel point je respecte Michel. Je pense que ce qui est formidable dans ce projet, c'est le travail d'équipe. Depuis que j'étais étudiant, j'étais inspiré par de nombreux héros, des ingénieurs, des architectes du passé. C'est une magnifique tradition. Et le fait de travailler avec Michel, je dois vous le dire, c'était une des plus belles expériences que j'ai pu vivre en tant qu'architecte. Il y a une expression en anglais qui est très difficile à traduire, même en anglais. Donc voyons si vous la comprenez. C'est de se regarder les yeux dans les yeux, de se reconnaître dans quelqu'un et avec quelqu'un. Donc c'est une question de valeur partagée. Et quelque part, ça a été une vraie source d'inspiration pour moi. Et j'aimerais bien que Michel nous donne son point de vue là-dessus. Okay, I think it was a great honor to work with you. I can't just because I will not give too much philosophical things. Alors, je ne vais pas me lancer dans un grand discours philosophique, mais ce que je peux vous dire, c'est que lors de la phase de conception, qui était très créative, à ses débuts, nous nous rendions régulier,ment à Londres et nous travaillions avec un ou deux architectes de votre équipe. Et il y avait toujours des réunions d'1 heure ou 2 avec vous dans votre magnifique bâtiment qui donne sur la Tamise. C'était formidable de voir la rapidité à laquelle les décisions étaient prises.
tout était extrêmement clair et tout est allé très vite. Je ne me souviens pas combien de fois exactement nous nous sommes rencontrés, mais tout était de très haut niveau, tout était très court. Alors je pense que peut-être c'est que nous avions toujours une vue d'ensemble de ce viaduc et il y avait quelque chose qui n'était pas dit. Et finalement, il y avait l'idée que ce soit le plus c'était que ce soit une solution économe et belle à la fois. Et il n'y a jamais eu de véritable conflit concernant les solutions d'ingénierie. Nous faisions face aux forces de la nature et nous avons travaillé main dans la main pour créer quelque chose qui était important pour nous deux, quelque chose de beau du point de vue du paysage. L'un de mes plus grands mentors, Buckminster Fuller, disait « Lorsque je conçois, je ne pense pas à la beauté. Mais si, au bout du compte, ce n'est pas beau, eh bien c'est que quelque chose ne va pas. » Yes. What you said is that the goal which you had was very close to my own ideas. Vous disiez qu'il fallait faire une structure simple, légère et très transparente. Et c'était très proche de ma conception des choses. Je ne pourrais pas mieux le résumer. Lorsque j'en parle, je parle de la manière dont cette structure touche le sol de manière légère, très délicate. On a l'idée d'une sauterelle qui serait dans l'herbe. C'est comme si cette structure venait de se poser. Et donc, à nouveau, c'est vrai que nous n'avions pas parlé de cela dans le passé, mais Michel décrivait tout cela. J'avais ma propre vision alors que nous étions dans des pièces différentes et pourtant ces visions se rejoignaient. Et un soir, nous avons parlé de la conception en elle-même, du design en elle-même. Nous pouvons passer à la présentation et revenir sur ce point un peu plus tard. Oui, ce serait formidable. Je suis disponible et lorsque vous êtes prêts, eh bien, appelez-moi. Donc, suite à cette introduction, ce que je peux vous dire, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Ça? OK, sorry. Sorry, excuse me. So, I don't... oui, pardon. J'allais repartir en anglais. On ne peut pas réellement décrire la genèse du viaduc de Millau sans parler de l'ensemble de l'autoroute A75. Parce que le viaduc de Millau, c'est un maillon essentiel de cette autoroute et il faut remonter, si vous voulez bien, aux années 1980. En 80, le président de la République est M. Valéry Giscard d'Estaing et la France continue à développer ces réseaux d'échange, les réseaux autoroutiers et le réseau ferroviaire qui a été engagé, qui a été commencé à être prévu, programmé à partir du début de la Ve République. En 1980, Paris est relié à Lyon depuis 1971, et puis à Marseille un tout petit peu après. Enfin, on arrivait à Marseille assez vite, mais il restait un tronçon difficile à Vienne qui n'a été terminé qu'en 1974 par les autoroutes A6 et A7. En fait, alors que cela n'arrivera qu'en fait plus tard, on a déjà commencé à construire la première ligne de train à grande vitesse, le Paris-Lyon, qui a été en fait mise en service en 1985. En 1981, le président François Mitterrand succède à Valéry Giscard d'Estaing et il poursuit le développement des réseaux autoroutiers et ferroviaires. Le train à grande vitesse Paris-Lyon est prolongé jusqu'à Marseille, où il arrivera en 2001.
sur un tracé qui d'ailleurs franchit plusieurs fois le Rhône, après un arbitrage de François Mitterrand pour préserver les vignobles de la vallée du Rhône, et en particulier l'Ermitage, qu'il devait bien aimer. La poursuite des programmes autoroutiers, engagés jusqu'en 1990, permettront de relier Orléans à Clermont-Ferrand en 1989. Et puis, à l'ouest, on va construire l'autoroute A10, qui va rejoindre Bordeaux en 1981, et ensuite la ligne de train à grande vitesse, le TGV Atlantique, qui va atteindre Poitiers en 89 et Bordeaux, finalement, bien plus tard, en 2017, avec la construction de la passerelle sur la Garonne, à côté du pont de Gustave Eiffel. Eh bien, le Massif central, pendant ce temps-là, est encadré par les voies de liaison de la vallée du Rhône d'un côté, l'autoroute A10 et le TGV Atlantique de l'autre, tandis que c'est une zone complètement déserte. Il n'est en fait traversé que par une ligne de chemin de fer à voie unique de Clermont-Ferrand à Béziers, la ligne de Neussargues, sur laquelle on a le viaduc de Garabit, avant d'ailleurs, qui était bien plus beau, avant qu'on le peigne en rouge, à mon avis. Et puis, il est traversé par une route nationale, la route nationale 9. Et alors, le Massif central, c'est un massif, c'est une sorte de plateau qui est coupé par de profondes vallées. Et donc, la route nationale 9 était une route très difficile, qui descendait dans les vallées, qui remontait de l'autre côté, étroite, avec quelquefois de gros virages. Voici par exemple la descente sur l'Hérault par le pas de l'Escalette. La photo est un peu vieille, je le reconnais, et je l'ai faite un certain nombre de fois avant qu'on ait l'autoroute A75, conduit par Georges Gillet, qui était l'ingénieur local, à des vitesses qui étaient heureusement possibles avant qu'on invente les radars. Le ministère de l'Équipement a commencé à aménager la route nationale 9 en la transformant en voie express dans le cadre de budgets qui étaient toujours extrêmement limités. Quelques tronçons sur les plateaux, en particulier sur le plateau du Larzac, on a 2 fois 2 voies à un endroit. Et par contre, on a réussi, à cette époque, dans les années 80, on avait à peu près réalisé en voie express, pas en autoroute, en voie express, le tronçon qui traverse le Puy-de-Dôme à partir de Clermont-Ferrand. À cette époque, la ville de Millau était complètement bloquée tous les ans, par le week-end du 31 juillet et du 1er août, par des bouchons. Alors là, on a l'impression à gauche que c'est une autoroute. Non, non, c'est un petit tronçon à 2 fois 2 voies. Et bien sûr, dans les villages d'Aiguessac et dans la ville de Millau, c'était absolument infernal. Il fallait quelquefois 2 ou 3 heures. En 1986, la gauche perd les élections législatives. Jacques Chirac devient Premier ministre et il organise un séminaire d'aménagement du territoire à Clermont-Ferrand, dans la région de M. Giscard d'Estaing. Alors, ce n'est pas du tout anecdotique, parce que ce séminaire d'aménagement du territoire décide de créer une liaison à travers le Massif central pour à la fois décharger le sillon de la vallée du Rhône et pour aménager le Massif central qui était vraiment tout à fait sous-équipé. Les services de l'équipement avaient prévu de l'aménager en voie express et avaient prévu un budget qui était, je n'étais pas dans le secret des dieux, mais de l'ordre de 5 milliards de francs. Mais à l'issue du séminaire, M. Giscard d'Estaing a annoncé la création d'une autoroute, la future autoroute A75, et personne n'a osé lui dire que le budget prévu ne permettait pas de construire une autoroute, mais seulement une voie express. Alors les travaux ont été engagés avec un objectif cette fois-ci autoroutier, dans le Cantal, puis dans la Lozère et l'Aveyron, et ils ont été ensuite poursuivis dans l'Hérault. Les services de l'équipement qui ont été chargés de cette autoroute, à l'époque où la plupart étaient concédés, se sont attachés à la qualité du tracé autoroutier et des ouvrages d'art. Il y a de très très beaux ouvrages sur cette autoroute. Et il convient de souligner que tous les élus du Massif central, de tous bords, ont largement contribué par leur soutien et leur participation à la définition d'un tracé efficace, parce qu'ils étaient tous absolument convaincus de l'importance pour leur région de ce développement. Et le tracé a été conçu pour que l'autoroute soit belle et pour aussi préserver les équilibres naturels et agricoles.
Mais il restait un petit problème. Le petit problème, c'était Millau. Alors Millau, c'est un site tout à fait particulier. La photo ici est prise du nord-est. On est sur le Causse Noir, enfin sur un petit bout du Causse Noir qui s'appelle la Puccio d'Agast. Le Tarn, qui arrive du nord, passe de la droite vers la gauche. Et à gauche, il reçoit sur sa rive gauche la Dourbie, qui, elle, coule d'est en ouest. Et là, le Tarn repart à l'ouest. On voit ici, il va partir, on aperçoit à droite le Causse Rouge, tout à gauche le Causse du Larzac. Un certain nombre de tracés ont été envisagés. Il y a ici, alors je vais essayer de ne pas me louper, le tracé qu'on appelle le tracé Grand Est. Alors, il traversait les gorges du Tarn vers, je ne sais plus très bien exactement par ici, près d'Aiguessac, et la vallée de la Tourbie. C'était pour un nageur d'ouvrage d'art, ça aurait été formidable parce que la seule façon de les traverser, c'était 2 ponts suspendus, chacun d'1 kilomètre de portée. Malheureusement, de là-haut, il était impossible de desservir Millau et c'était une solution qui n'a même pas été présentée aux élus parce que nous nous serions fait écorcher vifs. Une autre solution qui a été envisagée, c'était d'aménager sur place, en autoroute, la route nationale 9. Il y avait des partisans de cette solution, en particulier les gens qui avaient parfaitement compris qu'avec 5 milliards, on n'arriverait pas à faire un ouvrage très spectaculaire à Millau. Et puis 2 autres solutions. Une solution centrale, petite solution ouest, mais que les ingénieurs routiers avaient malheureusement placée dans un cirque d'effondrement, qu'on appelle le cirque d'Isis, si bien que l'autoroute passait uniquement dans des terres totalement instables. Et puis, une solution, alors je vais reprendre les termes de Lord Foster, qui était une absurdité totale, c'est la solution Grand Ouest, qui a curieusement été défendue par des écologistes, qui a présenté les inconvénients cumulés d'un grand supplément de parcours, par à peu près 5 km, de descendre dans les vallées pour remonter, ce qui faisait que sur le plan des consommations de carburant et de carbone, était désastreux. La situation apparaissait désastreuse et lorsqu'on a, en 1990, avec certains collègues, nous sommes allés, nous avons imaginé un tracé qu'on a appelé le tracé bas. Alors au passage, puisque nous sommes en pleine exposition de la Villette, avec un hommage, si j'ose ainsi m'exprimer, au numérique, voici à peu près les outils dont on disposait en 1990. C'était de la vue 3D. Alors je sais bien que dans l'administration, on n'était pas très gâtés et on n'avait pas les derniers modèles, mais vous pouvez voir quand même que depuis, on a fait quelques progrès. Alors l'idée, c'était de descendre partiellement dans la vallée du Tarn, ici en suivant un petit Alvègue, de franchir le Tarn par un petit pont au banc, de remonter, d'installer un échangeur sur le plateau de France, de partir en viaduc et de là, de pénétrer dans le Larzac par un tunnel. Alors, quelques vues ici, toujours aussi désastreuses sur le plan, par comparaison avec ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, à ce moment-là, un rapport avait été établi par 4 experts, un routier, un géologue et un géotechnicien. Le géologue, c'était Marcel Rat, un géotechnicien, c'était Marc Panet, et moi-même pour les ouvrages d'art, accompagné de mon adjoint qui était Emmanuel Bouchon. Et nous étions chargés de faire un rapport commun sur le tracé. Et le rapport a été fourni uniquement par l'ingénieur routier qui a fait un choix que nous n'avons absolument pas, qui a mis nos noms en dessous sans même nous prévenir. Finalement, le directeur des routes, qui était Jean Berthier, à qui on avait présenté ce tracé un petit peu compliqué, nous a obligés, Marcel Rat, Marc Panet et moi, à signer un plan dont j'ai retrouvé un tirage, en nous faisant signer dessus pour nous assurer qu'on pourrait passer dans ce fuseau. Et puis là, il faut rendre hommage à un ingénieur routier qui était chargé de nous aider à travailler sur ce tracé zigzagant avec le tunnel, qui est celui-là, là, ici. Et il nous a dit, pendant qu'on était sur place en train de travailler, « Pourquoi descendez-vous dans la vallée ?» Eh bien, je dois dire que nous en sommes restés raides. Pour passer de plateau à plateau, je pense que Lord Foster y reviendra, il fallait un ouvrage avec des piles
extrêmement hautes. On verra qu'on aura des piles de 240 mètres de hauteur. Et nous nous étions auto-censurés. On avait refusé d'imaginer ça. Mais quand Jacques Soubeyran nous a dit ça, on s'est assis et immédiatement, c'était terminé. On a tout changé et on a cherché un tracé passant de plateau à plateau. Et voici une comparaison entre les deux solutions. Alors là, il s'agit des premières esquisses que j'avais imaginées parce que, on va revenir sur cette histoire dans quelques minutes. Au départ, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait faire un pont à haubans de façon à rester le plus transparent. Et on a demandé à un architecte de faire qui s'appelait Berge Picalian, de faire un premier croquis pour montrer ce que c'était. Ça a déclenché d'ailleurs une panique absolue. Alors, de 1990 à 1993, le CETRA a développé un certain nombre de projets sur le tracéo. En suivant les règles d'administration, il faut faire des tas de projets, y compris des projets absolument idiots pour expliquer qu'il ne faut pas faire ça. Et en 1993, le nouveau directeur des routes, Christian Deritte, a décidé, a tranché sur le haut. Et comme il estimait qu'un projet de l'administration risquait d'être rejeté et qu'il n'était pas du tout convaincu par la solution que je défendais, il a décidé d'organiser une compétition d'idées séparément auprès d'architectes et d'ingénieurs, séparément. Je crois qu'il y avait 7 architectes et 8 bureaux d'études. Et c'est à ce moment-là que Lord Foster est intervenu. Et ensuite, il a décidé non pas d'organiser un concours de conception, parce que ce qu'il disait, il disait qu'il ne s'intéressait pas de favoriser l'ego de telle ou telle personne, mais de développer 5 projets différents, confiés à des équipes définies en fonction de leurs propositions. Et là, je pense que le mieux, c'est de demander à Lord Foster comment il a réagi et comment il a travaillé ensuite avec toute l'équipe qui a été constituée et que j'ai rejointe en quittant l'administration pour arriver à notre projet. Thank you. Merci. My recall is D'après mes souvenirs, nous avons progressé ensemble de manière fluide et il y avait 2 manières d'interpréter ce défi, de le lire. La plupart de ceux qui ont participé au concours l'ont vu comme un pont au-dessus du Tarn. Il s'agissait de célébrer ce bridge avec une travée monumentale et il y avait un lien avec les points les plus élevés de chaque côté. Et donc, il y avait quelque chose d'héroïque là-dedans et tout découlait de cette idée. Nous avons pris un point de vue totalement différent. Selon nous, le Tarn était un petit cours d'eau. Et il s'agissait de traverser d'un plateau à un autre plateau. Et donc, il s'agissait d'utiliser une structure avec des colonnes qui s'élèveraient au-dessus du paysage, qui seraient le plus éloignées possible les unes des autres, qui seraient les plus fines possibles. Et donc, sans risque, mais on était dans les limites de ce qu'on pouvait faire en termes de solidité, de résistance face aux forces de la nature. Et bien sûr, en conséquence, cela permettrait de traverser le Tarn. Et on a aujourd'hui la pile la plus élevée qui fait 70 mètres de plus que la tour Eiffel. Donc ça, c'était la vue d'ensemble. Et après, donc tout dépendait des détails, de la manière dont une pile s'élèverait à partir du sol. Et donc l'idée, c'était que cette pile touche le sol de manière légère et qu'on ne voit pas de grosses structures de béton.
Et donc, c'était des éléments essentiels. Comment on connectait tout ça au plateau et au sol. Et l'idée aussi, c'était que les colonnes, même si elles peuvent avoir des tailles différentes, seraient identiques, feraient partie de la même famille. Et ces piles, ces colonnes, au-dessus du tablier, l'idée c'était qu'il y ait un virage très léger sur un rayon de 20 km. Et l'idée c'était que lorsqu'on traverserait ce pont, pour revenir à ce qu'a dit Michel, eh bien aujourd'hui on va d'un plateau à l'autre en 60 secondes. Par le passé, cela prenait plus de 5 heures. Et parfois, lorsqu'on est au-dessus des nuages, je le décris souvent comme ce qu'on a de plus proche de la sensation de voler sans pour autant quitter le plancher des vaches. Et il y a une composante transparente dans cette structure. Donc on a des piles verticales qui sont divisées en deux, donc on peut voir à travers. Et cela permet de lutter contre les phénomènes de dilatation et de contraction. Et ensuite, nous en parlions précédemment cette semaine avec Michel. Peut-être que je vais faire une pause avant de développer plus avant, mais j'aimerais entendre la réponse de Michel à tout cela, parce que je me souviens bien que nous étions totalement en phase à chaque étape du projet. Voilà, il faut que je repasse au français, excusez-moi, mais à chaque fois qu'on me parle en anglais, je repars dans le mauvais sens. Je vais passer à ce moment-là quelques photos pour illustrer ce que vient de dire Lord Foster. Alors voilà, par exemple, un dessin qui faisait partie des dessins du CETRA, où il n'y avait absolument aucune recherche architecturale. Au passage, je montre qu'il y avait, dans les travées de rive, les portées étaient plus faibles que ce qu'elles ont été à l'arrivée. À l'arrivée, c'était 342 mètres. Et là, il y en avait 320, si bien que les travées étaient très longues et on avait des appuis dans les travées de rive. Et là, eh bien, cela correspond à ce que vient de dire Lord Foster. Il faut simplifier au maximum. Et donc, nous avons enlevé ces piles, évidemment en augmentant la travée, avec évidemment un peu plus de complications dans les travées de rive parce que les efforts sont plus importants. Et pour reprendre autre chose que vient de dire Lord Foster à propos de passer de plateau à plateau et de ne pas franchir le Tarn. Qui voit le viaduc de Millau le plus souvent? Eh bien, ce sont les habitants de Millau. Eh bien, à cause des méandres du Tarn, la partie de la vallée dans laquelle circule le Tarn ne se voit pas de Millau. De Millau, le paysage est limité au plateau de France, si bien que si l'on faisait, comme l'a dit Lord Foster, pardon, une grande travée à ce niveau-là, elle serait incompréhensible de Millau. Alors, je ne peux pas, je ne continue pas parce qu'après, les diapos suivantes sont un peu plus techniques et je pense que le mieux, c'est de redonner la parole à Lord Foster. Eh bien, je me souviens que le profil de toute la structure, que ce soit le tablier, les piles, les colonnes, encore une fois, tout allait de soi en raison de ces valeurs communes que nous avions. Je discutais avec Michel juste avant et je lui parlais d'une expérience que j'ai vécue avec Feu Henry Moore, un sculpteur très connu. Il devait positionner l'une de ses œuvres dans un paysage et nous avions parlé de la couleur des sculptures et comment cela se détacherait sur un paysage. On disait que si la sculpture était d'une couleur sombre, elle se fondrait dans le paysage.
Et l'une des décisions les plus difficiles à prendre sur ce projet, c'est que on a toutes ces piles, tous ces mâts très élevés, et on a les haubans qui de loin ont l'air très fins, mais qui en réalité sont assez épais. Donc il y avait 11 haubans, et donc le défi était le suivant. Comment faire en sorte qu'ils disparaissent visuellement, faire en sorte qu'ils s'effacent pour que l'élément principal soit ces mâts et ces piles. Et donc, je reviens à cette conversation avec le sculpteur. Si les haubans étaient de couleur sombre, ils se fondraient dans le paysage, parce que le paysage, les plateaux sont de couleur sombre. Ou alors, si on voulait que ces haubans se fondent dans le ciel, il fallait qu'ils soient de couleur claire. Et je me souviens que finalement, on a décidé qu'ils soient de couleur claire pour qu'ils se fondent dans le ciel. Et donc, toute cette aventure, le fait de voir le viaduc finalisé et de le traverser, eh bien, physiquement, je me sentais mal parce que je ne savais pas si nous avions pris la bonne décision. Mais aujourd'hui, et également à l'époque, c'est ce que nous nous sommes dit, que c'était la bonne décision de faire en sorte que tout soit de couleur claire. Et on peut voir sur toutes les images, sur toutes ces diapositives, on peut voir que les haubans disparaissent quasiment et se fondent dans le ciel. On dirait presque des reflets, et ça se voit quelles que soient les saisons. Et on a l'impression que le tablier rentre dans les collines de chaque côté. Donc c'était facile d'avoir ces piles qui émergeaient du sol, mais le fait de faire rentrer ce tablier dans les plateaux, c'était beaucoup plus difficile à avoir comme rendu. C'est vrai qu'au bout du compte, tout a l'air très simple, ça s'impose, ça va de soi, quasiment. Et horizontalement, ça se fond dans le paysage, et verticalement également. C'est très simple. On a l'impression que cela ne demande aucun effort, mais pour y parvenir, comme vous l'avez dit, à juste titre, ça a été très compliqué. Michel, perhaps vous m'avez rappelé une chose, Michel. Lorsque nous avons dû présenter les projets au jury à Millau, j'ai été surpris de voir que tous les ingénieurs de l'équipe insistaient beaucoup sur le fait qu'il fallait que je commence, que je prenne la parole en premier face au jury. Et j'ai décrit les choses de la même manière que je viens de le faire. J'ai demandé au jury, est-ce que c'est un pont au-dessus du Tarn? On a pu penser que j'étais fou parce que, bien sûr, il s'agissait de traverser le Tarn, mais j'ai dit, eh bien non, ce n'est pas le cas. C'est un pont qui permet de connecter un plateau à un autre. Et finalement, à partir de ce point de vue philosophique, tout découle naturellement. Et ensuite, les membres de l'équipe, les ingénieurs, ont présenté les détails techniques. Donc, d'une certaine manière, l'architecture, l'ingénierie, pour moi, la structure, c'est l'architecture. Et l'architecture et la structure ne sont qu'une seule et même chose.
Il y a des bâtiments qui m'ont véritablement ému. Il y a les grandes cathédrales du Moyen-Âge. Là encore, l'architecture et la structure se fondent. Et cela ne veut pas dire qu'il y a eu... Finalement, c'est comme ça qu'on arrive à avoir un résultat qui semble inévitable et qui est à l'épreuve du temps. Je ne sais pas ce que je pourrais bien rajouter, mais au bout du compte, le résultat est formidable. Ça a été une vraie aventure. Il y a quelque chose que j'aimerais dire qui n'a pas à voir avec la conception, c'est qu'à la fin des travaux de construction, il y avait environ 200 ouvriers qui étaient toujours sur le chantier et ils pleuraient parce qu'ils disaient qu'ils ne feraient plus jamais. Oui, c'est une description incroyable. Michel, everything that we could say about working together, which, to repeat myself, has been one of the greatest experiences of my career. So, congratulations and best wishes for the rest of the presentation. Thank you very much. It has been very, very great for me, and it's something I ça a été véritablement formidable pour moi et c'est une expérience inoubliable. Merci beaucoup, Lord Foster. Merci beaucoup et je vais maintenant vous laisser à la suite de votre présentation. Il m'avait dit qu'il fallait absolument terminer à peu près à cette heure-ci, si mes souvenirs, si je pense que c'est ce qui avait été convenu. Je vais reprendre un tout petit peu, je ne vais essayer de... Thank you very much. Once again, thank you very, very much. C'est un peu dur de faire la transition maintenant. Je vais revenir un tout petit peu en arrière pour montrer le projet qui était avant l'intervention de Lord Foster et avec des coupes transversales. Alors, ce qui est quand même très, très intéressant, ce qui est très particulier, je reviens encore en arrière pour ne pas être perdu, c'est le fait qu'il s'agit d'un pont haubans à travées multiples. Il s'agit d'un pont à haubans à travées multiples et cela fonctionne d'une façon très différente d'un pont à haubans normal. Et je vais essayer de vous l'expliquer parce que nous sommes quand même dans la Cité des Sciences et il faut quand même comprendre comment ça marche. Un pont à haubans classique a 2 pylônes, 3 travées, une travée centrale qui est importante, des travées de rive qui font à peu près la moitié. Lorsqu'on charge la travée centrale, elle fléchit. Les câbles sont surtendus par les charges et ils tirent les pylônes vers la travée centrale. Pendant ce temps-là, quand la travée de rive, elle est forcément bloquée sur les culées parce qu'autrement les camions ne pourraient pas passer. Donc, à ce moment-là, la tête des pylônes est retenue par ces câbles qu'on appelle d'ailleurs des câbles de retenue. Et c'est la présence de ces câbles qui limite les flèches vers le bas de la travée et la flexion des pylônes. Bien sûr, si je charge les travées de rive, c'est l'inverse, mais les travées sont plus courtes, c'est pas pareil. Lorsqu'on a un pont haubans à travées multiples, eh bien, les choses sont complètement différentes parce que notre travée, quand je charge une travée, elle va descendre, mais il n'y aura pas de retenue derrière parce qu'il n'y a pas d'appui ici. Et donc, les travées adjacentes vont se soulever. Ce qui veut dire, et puis évidemment, si je charge la travée d'à côté, ça se produit en sens inverse. Donc, cela signifie au total que l'on va avoir des efforts très importants dans les travées et même dans les pylônes. Les haubans fonctionnent évidemment très bien sous charge permanente, mais pas du tout sous les charges variables. Alors, comment peut-on s'en tirer? Eh bien, pour cela, on va faire une caricature en supposant qu'il n'y a simplement qu'un appui simple, c'est-à-dire pas de transmission de moment de flexion entre le tablier et les pylônes. Là, ça tourne tout seul, et sous l'effet des charges, il n'y a pratiquement rien dans les haubans. Alors qu'au contraire, si on a une structure continue d'une façon ou d'une autre entre la pile et le pylône, eh bien, on va avoir une limitation des flèches des travées par la résistance des pylônes.
les ponts au banc en travées multiples vont fonctionner par la rigidité des pylônes. Alors voici un dessin qui est postérieur au projet, je dois reconnaître, qui montre exactement la conception de l'ouvrage. Alors on va regarder ici, voilà une travée, enfin une pile et son pylône. Je suppose que je charge cette travée-là. Comment cela va marcher avec la solution que nous avons retenue, avec donc des fûts dédoublés ici et un pylône en V renversé. Eh bien, du côté de la travée chargée, on va avoir une compression. La charge va descendre de ce côté et au contraire, elle va monter de l'autre côté en traction. Et c'est la distance entre les deux, l'équilibre de ces efforts, qui va produire la résistance que l'on cherche. Mais en même temps, comme l'a dit tout à l'heure Lord Foster, il faut tenir compte des variations dimensionnelles. Avec les variations de température, eh bien, le tablier va s'allonger ou se raccourcir quand il fait froid. Pour vous donner un ordre d'idée, le déplacement du joint de chaussée sur l'éculé, c'est plus ou moins 50 cm. Donc ça bouge beaucoup. Eh bien, en divisant la partie supérieure des piles en deux fûts, eh bien, alors qu'on a une très grande résistance vis-à-vis de la flexion, c'est-à-dire des charges dissymétriques, on a au contraire une grande souplesse vis-à-vis des déplacements horizontaux. Et donc, c'est la solution qui, en fait, reprend des idées d'un ingénieur français qui n'est plus là malheureusement, qui s'appelle Jacques Mativa, et qui est à la base de la conception du viaduc de Millau. Alors voilà un dessin que j'avais fait pour aller discuter avec Lord Foster pour faire le choix du système d'appui. Parce qu'on a des très grandes piles, celles qui sont au milieu de part et d'autre du Tarn. Il y en a une qui fait 245 mètres de haut, ça a été la plus haute pile du monde, elle l'est peut-être encore d'ailleurs. Et donc cette pile-là, qui en plus est à peu près au centre du pont, avait besoin d'avoir beaucoup de résistance pour résister aux effets du vent. Elle pouvait également, on n'avait pas besoin de souplesse grâce à sa hauteur et grâce aussi au fait qu'elle était plutôt au milieu du pont. Tandis qu'on aurait pu avoir à ce moment-là une pile très massive et des piles différentes dans les parties latérales, sur les piles plus courtes, près des extrémités. Ça, c'était l'autre option, avec une forme unique, c'est-à-dire un grand caisson qui se divise en deux fûts et avec des piles toutes identiques. Et bien entendu, ça c'était pour faire la durée. Il n'y a pas eu de discussion avec Lord Foster, ça a été instantané. Il faut absolument que toutes les piles soient identiques. Et pour la petite histoire, de façon à ce que ce soit extrêmement clair, eh bien, au lieu de compter les levées successives de bas en haut comme d'habitude, 1, 2, 3, 4, je les ai fait compter du haut vers le bas, 1, 2, 3, 4, de façon à ce que toutes les sections au même niveau aient la même définition. Voilà un autre dessin qui est vraiment très vilain pour évoquer aussi la façon d'envisager le pylône au-dessus. Et là encore, ça a été extrêmement rapide. Alors voilà le dessin que Lord Foster a présenté au jury, auquel je n'ai pas pu participer puisque j'étais, étant auparavant dans l'administration, certains s'étaient opposés à ce que je vienne. Voilà. Et voilà le dessin qu'il avait fait et qui a été choisi par le jury. C'est le projet qui a été établi par toute une équipe. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y avait quand même 3 bureaux d'études français avec donc le cabinet d'architecture de Lord Foster. Alors, le jury a choisi cette solution à la majorité absolue, mais il a fait une petite remarque qui était assez judicieuse. Alors voilà des dessins un petit peu compliqués à expliquer, mais qui donnent toute la définition de l'ouvrage. Voici le tablier tel qu'il était dans ce projet. Donc ça, tout le monde comprend, c'est la forme du tablier. Ça, c'est une coupe horizontale des piles. Dans la partie supérieure, eh bien, c'est une coupe qui montre les deux fûts séparés. Et là, c'est une coupe à la base des pylônes pour qu'on ait sur un croquis très simple tous les éléments de l'ouvrage. Et nous avions, à l'époque, établi 2 projets, un en béton, un en métal. Et le jury a dit, mais écoutez, votre projet est perfectible parce qu'il n'y a pas de cohérence entre la forme du tablier et la forme des piles. Alors, évidemment, toute l'équipe s'est mise au travail, surtout les architectes d'ailleurs. On aperçoit d'ailleurs quelques maquettes. Il y a des tas de gens qui expliquent que
l'architecture, c'est prendre un crayon, et quand on est un génie, on fait le crayon, et tac, tout est fini. Là, si vous voulez, au total, entre les 3 étapes du projet, le fameux concours, le premier projet, puis le deuxième dont je vais expliquer qu'on a été de reprendre sur un certain point, il y a eu au total plus de 40 maquettes de l'ensemble pylône, pour donner une idée du travail que ça représente. Voici, ça c'est Tim Quick, qui était l'architecte qui travaillait avec nous, et Anne Fehrenbach, et ça c'est un ingénieur, c'est Jacques Saintier. Alors, donc pour ça, Tim Quick avait dessiné des piles beaucoup plus nerveuses qu'il appelait en feuilles de céleri. Il fallait à nouveau qu'elles soient souples et tout. Et donc, j'avais eu l'idée stupide, malheureusement, pour essayer de se mettre en harmonie avec ces piles, de dessiner un tablier triangulaire. Tout le monde sait que ce n'est pas très efficace, mais malheureusement, quand on l'a mis en soufflerie, ça a été un véritable désastre. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on a une courbe de portance, c'est l'effet de la charge verticale sur le tablier, comme sur une aile d'avion. Quand on a des bosses comme ça veut dire que le système est instable. Alors, ça a été un véritable désastre, parce qu'on est allé voir la direction des routes en disant non, c'est pas possible, ça ne marche pas, on a un vrai problème. Et là, ça a duré pas mal de mois. Il y avait des gens qui disaient impossible de changer quelque chose qui a été dessiné par Foster. J'ai beau expliquer que l'andouille, c'était moi, personne ne voulait écouter. Et donc là, le directeur des routes, qui a fini, il y a eu beaucoup de mauvais conseillers, mais il y en avait heureusement un bon, pas moi, quelqu'un d'autre, il a dit, bon, écoutez, si Lord Foster est prêt à changer, on change et on refait des études en soufflerie. Alors, comme je suis prudent, on a fait des études en soufflerie d'abord, et on a complètement repris, et on est revenu à une forme trapézolaire du tablier, et on est allé discuter de tout ce problème avec Lord Foster, qui s'est fait expliquer pourquoi on ne voulait pas de cette forme triangulaire. Il a compris instantanément, et il a demandé qu'est-ce qu'on doit faire. J'ai dit on peut revenir à une forme trapézoïdale comme au départ, à condition de réduire un peu pour que ce soit plus nerveux. Il dit est-ce que ça va marcher en soufflerie? J'ai dit oui, on a fait les essais. Regardez comme cette courbe est belle. Il dit ok, pas de problème. L'architecture ne doit pas s'opposer aux nécessités techniques. C'est moi qui vais changer la forme des piles et crac. Donc on a refait une série. Et en définitive, c'est une solution métallique qui a fini par sortir. Alors, des dessins, puisqu'on avait proposé 2 solutions, ça ce sont les dessins de la solution en béton qui sont plus jolis. Et donc c'est ça qui a finalement été retenu après qu'on ait développé le projet, bien sûr, après que le jury ait fait le choix. Et voilà une maquette faite par Lord Foster. Donc je vais maintenant passer rapidement, pas trop quand même, parce que c'est intéressant, à la construction par le 3e larron. Enfin, quand je dis 3e, il y a beaucoup de monde. Hein. C'est le constructeur, c'est l'entreprise. Alors, c'est plus qu'une entreprise, c'est d'abord un concessionnaire. Parce que je reviens toujours à mon comité d'aménagement du territoire de Clermont-Ferrand, en 1986. Je vous ai dit que le budget qui était prévu à l'époque, qui était de 5 milliards, n'était pas suffisant. Et arrivé en 1998 à peu près, eh bien, le coût de l'autoroute dans le Cantal, dans le haut de l'Aveyron, etc., avait dépassé le budget et il ne restait plus d'argent. Et donc, l'État, comme c'était prévisible et comme l'avait subodoré l'ingénieur routier qui voulait nous faire passer sur le tracé de la route nationale 9, l'État a décidé de mettre le viaduc de Millau en concession. Et donc, il y a eu un appel d'offres de concession, et c'est Eiffage qui l'a gagné, et Eiffage qui a créé la compagnie Eiffage du viaduc de Millau, et a décidé de faire construire le viaduc de Millau par ses propres entreprises, Eiffage Construction pour la partie en béton, et ce qui était à l'époque Eiffel Construction mécanique pour la partie en métal. Là, c'est une photo avec Lord Foster qui était venu sur le chantier en octobre 2003, avec ici Marc Legrand, qui était le responsable de la compagnie Eiffage de Millau, et ici on aperçoit monsieur Jacques Godefrin, qui était à l'époque le maire de Millau. Alors, en fait, l'État s'est quand même drôlement engagé dans cette affaire. Il s'est engagé dans cette affaire, grâce d'ailleurs en grande partie grâce à Georges Gillet, dont j'ai déjà parlé. Et en attendant, pendant que
l'État a décidé de mettre l'ouvrage en concession et lancer l'appel d'offres de concession, l'État a décidé de construire une route de chantier. Alors pourquoi une route de chantier? Ben, vous vous souvenez peut-être des bouchons de Millau. S'il avait fallu passer dans Millau avec tout le matériel de construction, ça aurait été la révolution là-bas. Bon, c'était impossible. Et donc, l'État a construit une route qui descend du plateau du Larzac à droite, qui traverse il a même fallu construire un petit pont pour dégager, passer au-dessus de la route départementale, je crois que c'est 999, mais je n'en suis plus très sûr, de descendre en lacet, de traverser le Tarn avec un pont qui a été construit pour ça, qui passe au-dessus des voies ferrées d'ailleurs, qui rejoint la route, ici existante de bord de Tarn, et qui remonte pour aller sur le Causse Rouge, à l'endroit où aujourd'hui est installé l'aire du viaduc de Millau. Pour vous donner une idée, la distance entre la longueur du pont est d'environ 2500 mètres, c'est un petit peu plus, et la route, ici, cette route de travaux, cette route servant à la construction, a une longueur développée de 10 km, parce que ça n'arrête pas de descendre et d'aller en virage. Eiffage a finalement préféré construire l'ouvrage en métal, ce qui était à mon avis de loin la meilleure solution. Et voici la coupe d'un ouvrage du viaduc de Millau. Alors ce viaduc de Millau, c'est ce qu'on appelle un caisson orthotrope, c'est un caisson en acier qui est formé, donc il y a des tôles qui font une espèce de coque. On a ici des armes verticales parce que le pont va être mis en place par lançage. Et ces tôles, pour ne pas plier, elles sont raidies par ce qu'on appelle des ogets, qui sont des petits U, qui sont soudés sur le tôle principal. Et puis, bien entendu, pour que tout ça soit raidi, on a des raidisseurs ici, et puis il y a une triangulation qui va tenir tout ça. L'idée qui était d'ailleurs au départ la mienne, d'ailleurs, mais qui a été repoussée d'abord par la profession pour des raisons qui étaient persuadées que je roulais pour le béton. Donc, on nous avait demandé de changer d'idée. Bon, Eiffage est revenu sur l'idée initiale, consistant à installer des appuis provisoires, des palets provisoires dans les grandes travées. C'est-à-dire que les travées du projet final ont une portée de 342 mètres et on les divise en deux par des appuis provisoires comme ceci. Et donc, on va assembler la charpente métallique sur les deux rives et la lancer de chaque côté, sans palais provisoire bien sûr au-dessus du Tarn parce que ça aurait été trop grand. Et donc on va arriver à venir se rejoindre au-dessus du Tarn, comme on va le voir. Alors, le pont, le tablier est très haut au-dessus de la vallée. Alors l'ouvrage passe à peu près à 270 mètres au-dessus du Tarn et à environ entre 80 et 130 mètres au-dessus du plateau de France. Et il est donc soumis à des effets du vent extrêmement importants. Le vent crée des efforts très, très, très importants, et les études au vent sont des études qu'il a fallu développer très en détail. Et donc, le tablier est assez léger. Et donc, si vous voulez, le tablier appuyé sur ces deux fûts dédoublés, donc ça veut dire qu'il a 4 appuis, 4 appareils d'appui, eh bien, avec le vent, certains de ces appuis auraient pu décoller, et donc il a fallu, en réalité, clouer le tablier par des câbles de précontrainte, de façon à ce qu'en cas de vent extrême, ils ne viennent pas se soulever et sortir de ces appuis. Et puis, la construction démarre. Alors, elle commence, bien sûr, alors ça c'est la fameuse route de desserte du chantier, et elle commence d'abord par terrasser pour créer des espaces sur lesquels on va pouvoir créer les fondations et les appuis. Ça, c'est ce qu'on appelle la pile P3. C'est celle qui est juste en rive gauche du Tarn, où il a fallu créer un mur de soutènement qui doit faire, je crois, pas loin de 30 mètres de haut. Et c'est sur cette plateforme-là que l'on va construire la pile P3. Chaque pile est fondée sur 5 pieux dits marocains de 5 mètres de diamètre et d'une profondeur de l'ordre de 9 à 16 mètres, quelque chose comme ça. Alors, ce qu'on appelle les puits marocains, ce sont des puits qui sont excavés à la main. Alors, quand je dis à la main, c'est quand ils font 5 mètres de diamètre, on peut descendre
des petits bulldozers japonais, des Kubota, qui permettent de travailler. Et ça a un très gros avantage, cette solution, qui est possible parce qu'il n'y a pas de nappe aquifère dans le coin. Elle est très sympathique parce qu'on voit le rocher. Et donc, on sait exactement dans quelle situation on se trouve. Il y avait eu des contestations sur l'instabilité de l'ouvrage et des fondations qui n'avaient absolument pas lieu d'être. Donc là, on voit ici, on est au niveau du sol. Les 4 puits de fondation de 5 mètres de diamètre ont été réalisés. On voit les armatures qui sortent et le début du ferraillage de la semelle. Pardon. Voilà le ferraillage, c'est la pile la plus au sud, c'est P7. On voit les ferraillages de la semelle et du début des piles. Alors, l'équipe d'Eiffage, et là c'était Jean-Pierre Martin, a commencé la construction des piles, bien entendu. Là, on n'en voit que 6. Là, il en manque encore une, qui est la plus grande. Là, on voit la semelle qui est ici. Et ces piles ont été construites avec ce qu'on appelle des coffrages auto-grimpants. C'est-à-dire que c'est la partie extérieure du coffrage est montée sur des rails qui sont fixés sur le béton. Quand on a fini une levée, eh bien, on va dégager légèrement le coffrage du béton et lever le coffrage avec des vérins qui s'appuient sur les rails. Et une fois qu'on aura fait le voussoir suivant, on s'accrochera sur le voussoir suivant et on va pouvoir lever les rails pour pouvoir recontinuer. Le chantier a été mené à une très grande vitesse parce que Eiffage s'était engagé sur un délai de 39 mois. Il avait obtenu d'avoir une tolérance jusqu'à 42 ou 43 mois. Je ne me souviens plus lequel exactement. Et finalement, ils l'ont construit en 38 mois parce que Jean-François Roverato, la date prévue pour finir, c'était vers le 4 janvier, quelque chose comme ça. Il dit, vous n'allez pas me raconter que vous allez travailler à Noël et au jour de l'an, donc vous le finirez avant Noël. Alors, pour y arriver, il y avait travaillé à 2 postes. Il y avait 2 postes longs. Il y avait un poste qui démarrait, alors je ne me souviens plus de l'heure exactement, mais il y avait donc en permanence, on travaillait en permanence de jour et de nuit avec 2 équipes qui se relayaient. Voilà la pile la plus haute, si vous voulez, c'est la pile P2 qui fait 245 mètres. Là, on est presque en haut. Quand on regarde ce qui se passe en bas, c'est quand même vraiment tout petit, tout petit. Alors ces piles, il a fallu les équiper pour pouvoir lancer le tablier. Et bien entendu, nos piles étaient tellement minces qu'il n'y avait pas le moyen de s'installer dessus pour pouvoir mettre tout notre matériel de lancement. On avait par contre déjà mis en place les appareils d'appui définitifs, qui étaient très très gros, des gros appareils de 2 mètres de diamètre, fabriqués en Allemagne. Et donc il fallait mettre les appareils de lancement, on verra plus tard, les translateurs, à l'extérieur. Et il a donc fallu mettre un système, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous doutez bien que ça ne va pas tenir par la grâce du Saint-Esprit. Donc vous avez une console de chaque côté, des butons, et on va mettre des câbles de précontrainte là pour venir serrer ces consoles contre le béton. Et puis petit détail, qu'on reverra tout à l'heure, évidemment là, on a une charge ici qui peut atteindre 5000 tonnes, ici, pour l'ensemble du tablier d'un côté. 5000 tonnes. 5000 tonnes, il va falloir les faire passer dans le béton, entre parenthèses, avec un équilibre qui est assuré à ce niveau-là. Et pour ça, il n'est pas question de s'appuyer sur une façade verticale, parce qu'on s'appuierait en biais. Et il faut donc faire un creux, si vous voulez, ici, pour appuyer cette béquille. Mais il a fallu qu'on vienne faire une pièce en triangle, de façon à ne pas bousiller l'architecture des piles de l'équipe de Foster. Voilà donc, et c'était un petit peu sportif, mais c'était absolument nécessaire. Voici l'ensemble de l'équipement d'une pile prête à recevoir le tablier. Et voilà la vue. Qu'est-ce que je raconte, moi, oui. Et voilà la vue d'un même, si vous voulez, avec le tablier au-dessus. On voit comment il vient s'appuyer sur notre système. Les palets provisoires sont des treillis, des structures en treillis, de dimensions importantes, 12 mètres par 12 mètres, et qui en sont équipés en tête des mêmes appareils de lancement que les piles courantes.
Comment ça se monte, ça? Eh bien, ces palets, elles se montent comme une grue. Les grues, ça se monte par le bas. On a en bas ce qu'on appelle un tronçon d'assemblage dans lequel on a avec des vérins, et on va venir monter le nouveau cadre, le nouveau système, le nouveau voussoir, si vous voulez, le nouveau segment de piles en bas. Et puis, une fois qu'il sera assemblé, avec des vérins, on va le lever, ce qui va dégager à nouveau la place pour recommencer. Et plus tard, quand l'oupron sera fini, on va le démonter de la même façon. Voici une tête de ces appareils, de ces palets provisoires, et l'installation vue de dessus avec les 4 translateurs, puisqu'il y a deux lignes d'appui, et évidemment un appui de poussage sous chacune des 2 âmes du caisson. Ça y est, pratiquement, les appuis sont en place, on est prêt à passer à la charpente métallique. Alors, un pont métallique comme ceci est constitué de ce qu'on appelle des tôles ready, hein, c'est des panneaux, des plaques avec des objets qui vont les empêcher de flamber sous les compressions. Tous les panneaux de tôle ready ont été fabriqués par Eiffel, enfin aujourd'hui Eiffage Construction Métallique, dans son usine de Lauterbourg en Alsace. Et là, une fois fabriqués, ils sont partis dans 2 directions. Une partie vers Fos-sur-Mer et une partie sur le chantier. Alors, à Fos-sur-Mer, dans une autre usine d'Eiffage, on a assemblé le caisson central. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait 2 armes verticales, et donc ça crée un caisson central qui fait 4,20 m de haut et 4 m de large. Et ça, c'est fabriqué, ça a été assemblé à partir des tôles Lauterbourg pour constituer ces caissons à Fos-sur-Mer. Au passage, là, on aperçoit un tronçon de pylône. Voilà la vue d'un de ces tronçons avec des raidisseurs qui permettent de rigidifier les armes et d'empêcher leur flambement. Et voilà le détail, si vous voulez, d'un auger avec ce qu'il faut pour pouvoir le souder. Ces tronçons d'environ 20 mètres de long ont été transportés depuis Fos-sur-Mer vers Millau. Alors, pour la partie sud, bien entendu, ils sont arrivés directement. Et ceux qui devaient aller sur la partie nord, eh bien, ils ont utilisé la voie de desserte du chantier construite par l'État. Et vous vous doutez que ces convois que vous apercevez, ça n'aurait pas été marrant s'il avait fallu qu'ils passent dans Millau. Alors, il y a évidemment sur le site d'assemblage au nord et au sud un certain nombre de portiques qui permettent de déplacer ces charges et de faire le travail. Et ces tronçons sont assemblés sur place à l'aide de ce qu'on appelle de cabanage, parce qu'on ne peut pas souder en plein air, il faut se mettre à l'abri du vent et de la pluie. Vous avez ici une vue d'avion, et on voit qu'il n'y a pas que ça sur le site. Vous apercevez ici 2 espèces d'usines. Ce sont des usines mobiles. Tout à l'heure, je vais vous faire remarquer également qu'il y a un trou ici. Ce n'est pas que ça a été oublié, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Eh bien, voilà, si vous voulez, le tronçon central, ce que j'appelle l'épine dorsale du caisson du viaduc de Millau. Et puis, de là, ici, vous avez 2 ateliers. Alors, ces ateliers, ils vont récupérer les tôles qui constitueront la partie latérale du tablier, qui sont arrivées de Lauterbourg directement, alors au nord directement, au sud en passant par la route de chantier. Et à l'intérieur de ces usines mobiles, eh bien, on va venir compléter le tronçon central en lui ajoutant les éléments de platelage, des platelages latéraux. Voilà, on va pouvoir maintenant commencer à lancer le tablier. Alors le premier lançage, là on est dans la travée nord, ici, la culée est ici. Alors on ne voit pas que c'est une culée grâce à Lord Foster, puisque le jeu c'était qu'on ne la voit pas vraiment. Et vous avez ici la première palée provisoire. De mémoire, les travées de rive doivent faire 215 mètres, et donc là on a une 40aine de mètres. Et donc là, on a fait un premier lancement avec un outil dont je vais reparler tout à l'heure qui s'appelle un avant-bec.
à ce moment-là, c'est parfaitement suffisant. Alors, voilà l'avant-bec. Alors, l'avant-bec, il va avoir plusieurs usages, et le mieux, c'est de vous montrer directement comment ça se passe. Il est fait de 2 parties, cet avant-bec. Une partie avant, qui est assez légère, et puis une partie courte derrière, qui, elle, est beaucoup plus costaud. Alors, il a un premier avantage, c'est qu'il permet aux ouvriers d'aller atteindre les palets provisoires ou les piles sans avoir à grimper 120 mètres à chaque fois, ce qui serait une véritable corvée. Et puis, vous allez vous demander pourquoi il a 2 niveaux. Eh bien, c'est très clair. Sous le poids du tablier, le fléau qu'on lance vers l'avant va pencher vers le bas fortement. Et si on ne faisait rien, eh bien, il viendrait taper dans les piles, il ne pourrait pas monter dessus. Il faut donc, à ce moment-là, qu'une fois qu'on a assez avancé, on a un système de vérin qui se met à l'avant, qui va lever le tablier, de façon à ce que la partie rigide arrière de l'avant-bec arrive au-dessus des appareils d'appui de lancement, des appareils d'appui de poussage. Et à ce moment-là, dès qu'on est arrivé au-dessus, on redescend très légèrement pour que l'avant-bec, cette fois-ci, s'appuie directement sur les appareils d'appui de lancement. Il a un autre avantage, c'est que si par hasard on était surpris par une tempête en cours de poussage, j'en reparlerai, eh bien, avec l'avant-bec, on puisse s'attacher sur la pile suivante de façon à réduire les effets désastreux du vent. Alors, au passage, avec cette souplesse, ça se déforme un petit peu le tablier. Hein. Voilà, regardez un petit peu des ondulations qu'on voit qui disparaîtront, bien entendu, une fois l'ouvrage en place. On va aussi mettre en place, au fur et à mesure, des écrans de protection contre le vent. Alors ça, c'est un problème qui mérite un peu d'être évoqué, c'est que le tablier, le pont, le viaduc, il est très largement au-dessus de la vallée. J'ai dit qu'il était à peu près entre 120 et 80 mètres au-dessus du plateau de France, beaucoup plus au-dessus du Tarn. Et donc, si un véhicule arrive d'un plateau, mettons le plateau du Larzac, où il subit un vent qui est le vent du niveau du sol, et qu'il arrive sur le viaduc, tout d'un coup, il va prendre une grande claque parce qu'il va avoir un vent d'une altitude de plus de 120 mètres. Et à ce moment-là, il risque de se casser la figure. Sous l'effet, c'est comme si on prenait un choc latéral. Et donc, on a mis, prévu dès le début, des écrans de protection contre le vent qui n'ont pas pour rôle de supprimer le vent, parce qu'à ce moment-là, on aurait un effet inverse, mais de ramener le vent sur le tablier au niveau du vent sur le plateau. Voilà. Alors donc, on a mis en place à la construction tous les poteaux, et là, c'est un exemple avec les écrans témoins qui ont été mis en place là, pour que Lord Foster choisisse exactement le type de renforcement qu'on met dedans, parce que pour éviter qu'à la suite d'un choc, il y ait des éléments comme ça qui tombent par terre, qui dégringolent par terre, eh bien, ce produit est un polyméthacrylate de méthyle qui est armé par des petits fils en acier inoxydable. Et il y a même des espèces de petites attaches pour que même s'ils étaient cassés, ils ne se cassent pas la figure. Vous vous souvenez du trou qu'il y avait dans le tablier, qui n'était pas une erreur? Eh bien, tout simplement, il va permettre de mettre en place un pylône à l'avant de chacune des 2 parties du tablier qu'on va lancer. Voilà le chantier, on a commencé à monter le pylône, voilà des éléments de pylône, et voilà le pylône est installé, et le trou qu'on a laissé, c'était pour permettre à la grue de venir apporter les éléments de pylône. Voilà, maintenant, chacun des 2 côtés du tablier est équipé d'un pylône et de quelques haubans. Je crois qu'il y en a 6 de chaque côté. Dans l'état final, au total, c'est 11. Chaque nappe a 11 haubans, comme l'a dit Lord Foster tout à l'heure. Il prétend qu'il ne s'occupe pas beaucoup de structure, mais par contre, il se souvient très très bien de tout. Hein, et il comprend bien quels sont les problèmes structuraux. Alors, pourquoi avons-nous mis en place ces haubans? Tout simplement parce que quand le tablier a un grand porte-à-faux au-delà d'un appui, que ce soit une palette provisoire ou une pile définitive, eh bien alors le tablier va plonger vers le bas. Et si on a des haubans, eh bien ces haubans vont venir l'aider
va venir limiter cette flèche vers le bas et évidemment limiter les efforts et donc bien sûr la quantité d'acier nécessaire. Ces haubans, ils vont s'ancrer, on est à l'intérieur du caisson central, là, dans ce que j'appelle la colonne vertébrale du tablier, et ils vont venir s'installer là, venir s'appuyer sur des pièces transversales qui permettent de porter la charge. Et les haubans sont constitués d'un certain nombre de ce qu'on appelle de torons formés de 7 petits fils qui font 15 mm de diamètre. Chacun de ces torons est capable de résister à 28 tonnes. Et maintenant, on va arriver au plus dur. Le problème, c'était comment arriver à lancer cet ouvrage sans avoir à créer des piles très puissantes. Le pont, il est en pente à 3,025%. Donc il faudra, alors quand c'est en descente, évidemment, il faut freiner. Quand c'est en montée, il faut pousser. Et puis en plus de ça, il y a des frottements. Et donc, comment fait-on? Si on faisait un lancement classique, eh bien, on exercerait sur chacune des piles un effort horizontal que ces piles, assouplies pour fonctionner comme on le voudrait et pour être élégantes, ces piles ne résisteraient pas. Et donc l'idée assez géniale de Marc Brunneau, qui était le patron de la partie métallique du chantier, d'Eiffage, a été de créer un système qui permettait de lancer sans créer le moindre effort horizontal en tête des piles. C'est-à-dire qu'il fallait absolument créer un système d'effort interne. Ça va se faire à l'aide d'un certain nombre de vérins et de pompes, hein, et qui vont fonctionner de façon à ce que les pompes produisent sur chacune des piles exactement l'effort qu'il faut pour vaincre la pente et le frottement. Alors, pour que vous compreniez comment ça va marcher, je vais vous expliquer. Là, on a des vérins. Alors, pourquoi des vérins? Eh bien, c'est tout simplement parce que le tablier est très souple, il va prendre de très grandes déformations. Si on s'appuyait sur quelque chose de rigide, ça ne marcherait pas. Donc, on a une série de vérins, et ces vérins sont couplés, c'est-à-dire qu'ils ont la même pression d'huile, tous dans la même. Et donc, par conséquent, ayant tous la même pression d'huile, ils ne peuvent pas, ils vont tourner, le système va s'équilibrer, et il y aura toujours la même force dans tous. Et donc, on ne risque pas de venir blesser le tablier par l'effet d'une concentration de contrainte sur son appui, du fait de la déformation. Au-dessus, on a 3 pièces. Une pièce en U, c'est la pièce bleu foncé, hein, que j'ai appelé le bâti, pour qu'on se comprenne, hein, qui est en forme de U, et à l'intérieur duquel, un bâti à l'intérieur duquel nous allons voir 2 autres éléments. En vert, vous avez ce que je vais appeler la clavette, et en bleu clair, le tiroir. Alors, vous allez voir comment ça marche, c'est assez génial. J'y suis pour rien. Alors, voilà la vue du système. Je vous fais remarquer tout de suite des vérins ici, et il y a un autre vérin derrière. On va voir. Voilà, nous partons pour un cycle de 60 cm de poussage, de lancement. À ce moment-là, le tablier, lui, repose sur le tiroir, qui est là. Et là, j'ai la clavette qui est enfoncée à fond. Donc le tablier repose sur le tiroir. Il ne touche pas le bâti. À ce moment-là, les vérins qui sont là vont se mettre à tirer. Et donc, le tiroir va se déplacer vers l'avant en entraînant le tablier. Et clac, ça y est, il a fait 60 cm. À ce moment-là, eh bien, l'autre vérin, celui qui est derrière, va venir ramener vers l'avant la clavette qui est en dessous. Vous voyez, elle a fait déjà la moitié du chemin. Et maintenant, elle fait la totalité du chemin. Comme elle est triangulaire, du coup, le tiroir s'abaisse. Et à ce moment-là, le tablier ne repose plus sur le tiroir, mais sur le bâti. Alors, à ce moment-là, le tiroir est complètement libre, et donc je vais pouvoir le repousser vers l'arrière, 30 cm, 60 cm. Ça y est, mon tiroir est à l'arrière. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais pousser la clavette. Voilà, toc et toc. Et à ce moment-là, puisqu'elle est triangulaire, elle va soulever le tiroir et du coup, le pont est prêt pour une nouvelle opération. Alors évidemment, comme toutes les piles sont très souples, pour que ça marche,
il faut que le même mouvement se produise sur toutes les piles en même temps. Et donc tout le système est commandé par des capteurs de déplacement qui vont dire à un ordinateur central, ça c'est Marc Legrand, un ordinateur central, je ne sais pas où il est planqué là-dedans, un ordinateur central exactement contrôler où on est sur chacune des piles, et même sur chacun des appareils de chaque pile, et il y a un asservissement sur les systèmes, sur les pompes, de façon à ce que les pompes automatiquement envoient ce qu'il faut pour que les déplacements se fassent partout de la même façon. Voilà le tablier qui est avancé sur la première palette provisoire. L'avant est à ce moment-là sur la première pile, la pile P7. Et voilà. Et puis on progresse. Là, on va filer. Le pylône va arriver sur la pile P7. Il y est. Voilà une vue qui a donné lieu à beaucoup de coups de téléphone. Ça va très bien. C'est prévu depuis le début. Tout simplement, le tablier, il a une hauteur de 4 mètres, je vous l'ai déjà dit. Puis dessous, il faut un appareil de pile, si bien qu'au total, la surface du tablier, l'extrados, va être à plus de 5 mètres au-dessus de la tête des piles. On ne va pas faire un trou dans la colline pour lancer au niveau de la tête des piles. Donc on a construit le tablier au-dessus de la du niveau de la future route, et il va falloir qu'il descende de 5 mètres. Et le tablier en métal est suffisamment souple pour l'accepter, et c'était prévu dès le début. Ça a même un autre avantage. Regardez, lorsque le tablier va être avancé un peu plus avant, que toute la partie avant va être en porte-à-faux, les haubans vont s'entendre. Tandis que quand le pylône est à mi-portée, comme ici, avec le poids et la flèche, tout ça va détendre les haubans. Donc on a un système qui, grâce à la souplesse du tablier, est autorégulateur et tend les haubans quand on en a besoin et les détend quand on n'en a pas besoin. Quelques vues, et puis quelques vues quand même très belles. Lord Foster a parlé de passer au-dessus des nuages. C'est arrivé souvent pendant le chantier. On voit ici le tablier qui arrive sur une palette provisoire pendant que le pylône arrive sur une pile. La construction progresse petit à petit. Voilà, le tablier est complètement en place du côté nord, hein, et le sud, il reste ici encore 2 lancements à faire. Vous apercevez qu'il y a encore l'avant-bec là, qui n'a pas été démonté sur le côté... Non, le côté nord, il est là, je dis des bêtises, excusez-moi. Voilà, il est toujours là, l'avant-bec, et ça, c'est le sud. Ça y est, on est en train de démonter l'avant-bec. Je suis perdu, ça c'est le nord, ça c'est le sud. Voilà une vue transversale. Et puis, voilà, on va assister au dernier lancement. Alors, un lancement, ça dure à peu près 3 jours, par pas de 60 cm. Hein, il faut se lancer de 171 mètres. Voilà, donc là, on est la nuit. Hein, on va voir la lune qui se casse la figure. Et ces lancements sont organisés sous ce qu'on appelle une couverture météo. Il est évident que si on avait une tempête en plein milieu, à un moment où le tablier n'est pas encore appuyé sur la pile d'après, on serait dans une situation critique. Et donc, il y a eu toute une analyse pour voir à peu près quelle était la vitesse de vent maximum qu'on pouvait accepter pendant le lancement. Et donc, tous les matins, le chantier recevait une prévision météorologique pour les 5 jours à venir, et on ne pouvait lancer une opération que si dans les 5 jours à venir, le vent prévu par la station météorologique de Soulobres avait une vitesse moyenne de moins de 37 km à l'heure. Pourquoi 37 ? C'est parce que la météo marche par palier et que c'était le palier qui nous intéressait. La Lune, encore une fois. Voilà. Et on va arriver, à mon avis, au petit matin, là, où on va voir se lever le brouillard dans la vallée avant que l'on ferme le pont, ce qui s'est produit au mois de, je pense que c'est en août 2004. Voilà. C'est un tout petit peu que ce soit fini. Hop. Donc voilà, à nouveau des vues montrant la fermeture de la travée, de façon à pouvoir entrer sur quelques détails intéressants. Alors voilà comment va-t-on assembler les 2 moitiés? Alors d'abord,
Aujourd'hui, on est capable d'une précision diabolique, pour reprendre les termes de l'expert de vent qui était Jacques Bietri, parce que au niveau du pont de Normandie, on avait eu 2 fléaux qu'on avait reliés en venant ajuster des tôles entre les 2 bouts. Ici, Eiffel avait tellement confiance dans sa géométrie qu'on est venu directement rabouter les 2 morceaux. Évidemment, ils avaient été préassemblés, c'est-à-dire qu'ils avaient d'abord vérifié numériquement, vérifié que ça allait bien marcher. Vous voyez qu'on est en train d'installer des éléments, là il n'est pas encore en place ici, des éléments qui vont de part et d'autre, qui vont permettre de bréler, d'assembler ensemble les deux fléaux. Vous voyez bien que, enfin les 2 extrémités de tablier, celle du sud, celle du nord, il y a actuellement encore une dénivellation entre les 2 qui va être supprimée par un ajustement de la tension des haubans. Ça y est, les 2 systèmes sont brêlés entre eux et on va venir souder. Vous voyez, on a un tout petit espace, hein. Les calculs étaient vachement bons, et on va venir souder, si vous voulez, la tôle entre les 2, parce que les 2 morceaux sont bien assemblés par le système auxiliaire provisoire, et on va ensuite rendre continu les OG en mettant ce qu'on appelle des couvre-joints. Et puis une fois que c'est fini, une fois que le tablier, lui, est complètement rendu continu, on va venir démonter les éléments d'assemblage qu'on a mis en place. Voilà, on a encore ici les palets provisoires, toujours ici. Et puis maintenant, il y a quand même, on n'a que 2 pylônes. Donc, le pylône qui est venu sur P2 et le pylône sur P6. Il faut donc amener les autres. Alors, on les a assemblés à l'arrière. On les a assemblés à l'arrière des culées. Voilà. Et puis, on va les transporter sur le tablier. On ne pouvait pas le faire avant parce que, comme je l'ai expliqué, le tablier, il était 5 mètres au-dessus de la route, hein, donc on ne pouvait pas les amener avant. Donc on ne pouvait pas le faire hors cycle. Il fallait absolument, c'est dans le cycle. Alors, on n'a pas la partie haute du pylône parce que c'était un peu juste au point de vue poids, puisque le pylône tel qu'il est là pèse 600 tonnes. On a en dessous un chariot, je pense que c'est une entreprise belge qui s'appelle Sarins qui les a transportés. Tout ce système en rouge, là, c'est pour le stabiliser, pour pas qu'il se casse la figure en coup de vent. Et ce convoi, au total, fait 800 tonnes. Ce qui n'a pas empêché les services d'administration d'exiger un essai de chargement du tablier, alors qu'avec les 800 tonnes du pylône qui est passé dessus, je peux vous dire qu'il n'y avait pas photo, hein. Alors, évidemment, vous avez remarqué qu'il n'est peut-être pas dans une position très favorable à son fonctionnement futur. Alors, pour pouvoir le relever, on a mis en place, c'est Sarins qui a fait ça aussi, des tours provisoires, celle-là n'est pas tout à fait complète, stabilisées par des haubans, et vous allez voir ce qu'on va en faire. C'est une technique qui est utilisée aussi pour lever des pylônes de télé métalliques. Alors voilà le système. Vous avez on met un axe, si vous voulez, entre les 2 jambes du pylône, juste dans l'entrejambe. Et cet axe, il va être levé par des vérins qui sont dans les 2 tours. Donc on va lever cet axe. Et pendant ce temps-là, si vous voulez, à la base de cette jambe, là, la jambe la plus basse, là, on a un petit chariot. Et donc simplement en levant, automatiquement, le pylône va se mettre à la verticale et prendre sa place définitive. Une fois qu'il sera à sa place, on va légèrement le descendre pour pouvoir venir le souder sur l'amorce du pylône qui est évidemment incorporé au tablier. Voilà, donc il a fallu le faire pour 7 pylônes. Celui-là, c'est le pylône P1 au nord. Voilà. Ça y est, on est au bout. Pardon, voilà, donc il ne reste plus qu'à faire venir Fraissinet, qui est venu mettre les haubans. On avait là, ici, sur les 2 pylônes P2, P3, on n'avait que 6 des 11 haubans. Il a fallu mettre les 5 autres. Et puis partout ailleurs, on a mis les 11 haubans de chaque côté, de chaque pylône. Il ne restait plus qu'à démonter les palets provisoires. Et l'ouvrage est dans sa forme définitive. Et il a été inauguré par Jacques Chirac le 14 décembre 2004, avec la patrouille de France qui est passée au-dessus. Et je regrette beaucoup que Lord Foster
ne soit plus avec nous, parce que j'aurais bien aimé qu'il fasse quelques commentaires sur les vues de l'ouvrage terminé que nous voyons aujourd'hui, avec la légère courbure dont il a parlé, dont l'idée revient à Roger Lacroix, je dois dire, et peut-être aussi à Bernard Lassus, je ne sais jamais lequel des deux a démarré le premier, sur cette idée que Foster a reprise évidemment allègrement, parce que c'était évidemment très élégant. L'idée, c'est de dire que qu'on avait, avec cette légère courbe, les usagers de l'ouvrage voient défiler l'ouvrage et on a une vue beaucoup plus agréable pour les usagers. L'ouvrage avec les piles et la fente qu'on aperçoit dans la pile et dans le tablier, l'ouvrage dans le site de Millau. Voilà, vue de Millau avec le donjon de Millau, le beffroi. Merci de votre attention. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des questions, vous levez la main, je m'approche. Et on est en période Covid, donc vous posez votre question et je la reformule. Je n'ai pas bien compris quelle est la longueur de tronçon du tablier qu'ils avancent à chaque fois. Quelle est la longueur du tronçon de tablier qui est avancé à chaque fois? Ce qui est lancé et continu. Il n'y a pas de coupure. Excusez-moi. Ce qui est lancé à chaque fois, c'est une poutre absolument continue. Il n'y a pas de coupure. On lance à chaque fois de 171 mètres, mais les 171 mètres, ils sont mis derrière. D'accord. C'est bien ça la question? Oui. Oui, madame. Une question moins technique, mais quelle a été la réaction des habitants de la région? Alors, c'est une question plus sur la réaction des habitants de la région. Quelle a été leur réaction quand le projet a été mis en place et le viaduc construit? Alors, il y a plusieurs réactions. J'ai dit tout à l'heure que les élus étaient extrêmement favorables à l'autoroute en général. Toute horizon politique confondue. Le maire de Millau, au tout début du projet, c'était comment il s'appelait, Monsieur Gérard Deruy, qui était socialiste. Il a été remplacé par Jacques Godefroy, qui était chiracien. Le sénateur Cellier, qui était lui plutôt giscardien, a organisé une association pour l'autoroute A75. C'est quand même quelque chose d'assez rare. Et le ministre qui a signé la concession était Monsieur Jean-Claude Guessot, qui était du Parti communiste, comme tout le monde le sait. Et donc, vraiment, de ce côté-là, c'était du multiparti. Pour vous donner aussi une autre idée, c'est que M. Godefroy a été blâmé par la Cour des comptes pour avoir fait mettre des panneaux aux entrées de Millau en disant « le viaduc, vite ». Donc il s'est fait engueuler. Bon, ça arrive, regardez ce qui est arrivé à notre actuel ministre de la Culture. Donc de ce côté-là, c'était vraiment très unanime. Alors il y a des gens qui étaient plus inquiets. Et les commerçants certains commerçants avaient peur comment dirais-je, que la création de l'autoroute dissuade les gens de venir à Millau. Alors c'est exactement l'effet inverse qui s'est produit. D'abord, les gens de Millau ont été assez astucieux pour investir entre guillemets l'aire de l'autoroute, et d'autre part, ça a permis de relancer l'industrie de la peau. Il y a un des fabricants alors je ne sais pas si c'est fabricant, parce que c'est surtout un marchand, parce qu'il y en a une bonne partie qui se fabrique à l'étranger, qui a construit un nouveau magasin, qui a été même, il a pris un architecte célèbre pour le construire, qui était Villemotte. Donc globalement, le viaduc de Millau a fait revivre la ville de Millau, contrairement à certaines inquiétudes. D'autres questions?
Est-ce que cet ouvrage a inspiré d'autres ouvrages à travers le monde qui sont inspirés de cette réalisation? Oui, il y a, alors, pas à cette échelle, je ne crois pas, mais il y a eu depuis plusieurs ouvrages à Auban à travers multiples. Il n'y en a pas de cette envergure, mais il y en a eu plusieurs, je pense. Je crois que les Coréens en ont fait un, et puis les Chinois aussi. Mais pas à cette échelle. Hein. Combien est-ce que ça a coûté? Ah, c'est la question qu'on pose toujours. Alors, bon, c'est toujours difficile de dire combien ça coûte, parce que qu'est-ce qu'on met dans le prix? Je vais rappeler une vieille histoire, c'est l'histoire du pont de Normandie, puisque c'est un ouvrage que j'ai construit avant. Il y a eu toute une polémique sur le prix du pont de Normandie, et il a fallu que je fasse un petit article dans le Moniteur pour l'expliquer. On avait, si vous voulez, au tout début des projets, parce que ces projets, ça dure très longtemps. Hein, le pont de Normandie, entre les premières études auxquelles j'ai participé et sa mise en service, c'est passé 19 ans. Et Millau, 17. Hein, donc c'est... Voilà. Alors, au pont de Normandie, je crois que les premières études, on avait estimé le pont à environ 900 millions de francs. C'était des francs à l'époque. Au moment de la construction, pas mal d'années après, puis c'est une époque où il y a une grosse inflation, je crois que les travaux proprement dits ont dû coûter à peu près... alors, je crois que c'était 1,2 milliard ou quelque chose comme ça. Alors, je ne me souviens plus de tous les chiffres. Mais il faut ajouter tout un tas de travaux préparatoires. Il y avait les remblais, les acquisitions de terrain, les études préalables. Et au total, si on met tout dans le paquet, je crois que c'était à peu près 2 milliards, je crois, hein, le coût. Mais à l'arrivée, le chiffre a circulé de 2,7 milliards. Et bien, tout simplement, la différence, ce sont les frais financiers. Parce qu'entre le moment où le maître d'ouvrage, la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, dans le cas précis, commence à dépenser de l'argent pour construire le pont, et le moment où il commence à recevoir des péages, il se passe énormément de temps. Et il faut emprunter de l'argent pour pouvoir faire ces travaux, et même aussi pour payer les intérêts des emprunts qu'on a faits. Et donc vous avez alors en plus les taux d'intérêt étaient très élevés à l'époque, c'était de l'ordre de 9%, je crois. Et donc si vous voulez, il ne faut pas oublier les frais financiers. Alors, moi, je ne connais pas cette décomposition dans le cas du viaduc de Millau. Je sais que le budget construction pur, c'est-à-dire de ce que la compagnie Eiffage de Millau a payé aux entreprises du groupe Eiffage, je crois que c'était 300 millions d'euros. Bon, c'est dans l'ordre de grandeur. Mais ce n'est pas le prix total. Le prix total, c'est beaucoup plus que ça, puisqu'il faut y mettre... D'abord, toutes les études préalables, les travaux qui ont été faits directement par l'État, et puis certainement, alors peut-être pas des frais financiers, puisque certainement si, parce que je pense qu'Eiffage a dû faire des emprunts. Donc je ne sais pas quel est l'équivalent du bilan que j'ai fait dans le cas du pont de Normandie. Comment la tension des haubans est-elle mise en place? Est-elle organisée? Un système électronique? Quel type de gestion? Ça se fait avec des... Alors, vous avez vu tout à l'heure, on va rentrer dans les détails. D'abord, pour commencer, quelle est la tension qu'il faut mettre? Alors là, si vous voulez, c'est très clair, c'est un problème de conception. Il faut qu'on mette dans chaque auban la tension qui va équilibrer le poids du tronçon correspondant. Hein, c'est facile. Alors là, je veux dire même... Pour être clair, hein, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire dans la conception d'un pont, définir la tension des haubans. Moi, je vous fais ça en une demi-journée, il n'y a aucun problème. Derrière, il va falloir les mettre en œuvre. Alors pour ça, si vous voulez, on a vu que les haubans étaient constitués de torons, de torons de 15 mm, formés de 7 fils, un central, 6 autour. Et ces torons vont être tendus un par un, avec un vérin monotoron, c'est un vérin hydraulique, hein, c'est comme pour le système de poussage, vous envoyez de l'huile, et cette huile va créer une pression qui va faire le déplacement dans la pièce, dans le vérin.
Alors aujourd'hui, si vous voulez, aujourd'hui, on tend toron par toron. Dans le temps, on tendait tout le haut-ban d'un coup, ce qui demandait des vérins très très lourds, hein, et compliqués et coûteux. Aujourd'hui, on fait toron par toron. Et alors, de façon à être certain que chaque toron, que tous les torons ont la même tension, là, on fait appel effectivement à un peu d'électronique. C'est-à-dire que on va mettre une cellule de capteur, un capteur de force sur le premier toron qu'on va laisser en place. Et quand on va tendre les autres, on va faire en sorte, par un système d'équilibrage automatique, ils vont automatiquement prendre la même tension que dans le toron pilote. Alors simplement, par contre, il faut que les gens en charge de ça se grattent un peu le ciboulot, parce qu'évidemment, comme tout ça, ça se déforme pendant ce temps-là, il faut avoir pifométré la valeur à donner au premier toron pour qu'à l'arrivée, on ait la bonne valeur dans tous les torons. Ça répond à votre question ? La liaison entre la pile et le tablier, est-ce uniquement de la précontrainte? Alors, je ne suis pas capable de vous donner comme ça instantanément. Si j'avais pensé à prendre ma calculette, je vous le ferai en 2 minutes. Mais bon, je n'ai pas ma calculette. Sur une pile est formée de 2 fûts. Sur chaque fût, vous avez 2 appareils d'appui. J'ai dit, c'est des appareils d'appui de 2 mètres de diamètre, qui sont des appareils d'appui qui sont faits en Allemagne par l'entreprise qui s'appelle Maurer. Ce sont des appuis dits sphériques, c'est-à-dire que la surface de l'appui est une sphère positive, enfin convexe, et dessus, il y a une deuxième pièce qui est une pièce concave qui l'épouse exactement. Et entre les deux, vous avez un matériau. Sur la partie convexe, vous avez boulonné des plaques de matériaux qui permettent d'avoir un coefficient de frottement extrêmement faible et qui résistent à des pressions extrêmement élevées. Alors ça ne vous dira rien, mais c'est 180 mégapascales, donc c'est une belle bête. Ces appareils d'appui peuvent recevoir une charge chacun de 10 000 tonnes si mes souvenirs sont bons. Donc ce n'est pas de la plaisanterie. Alors 10 000 tonnes, c'est bien entendu dans ce qu'on appelle les états limites ultimes, c'est-à-dire avec des coefficients de sécurité gros comme des montagnes, avec un vent énorme et tout. Hein. En temps normal, c'est beaucoup, beaucoup moins que ça. Mais dans cette configuration-là, il peut y avoir des soulèvements sur certains appuis, d'où la précontrainte. Entre parenthèses, précontrainte qui vient, hélas, ajouter de la charge en temps normal. En temps normal, à vide, on a comme force, comme charge sur les 4 appareils d'appui, l'effet du poids du tablier, du pilote, de tout le fourbi, plus la précontrainte, parce qu'évidemment, elle vient serrer là-dessus, de façon justement à ce qu'on ait assez de charge quand il y a des soulèvements qui viennent du vent. Donc on va prendre une dernière question. Moi, je suis sûr qu'il y a une dernière question, c'est pas possible. Alors, comment on entretient? Alors, je prends. Alors ça fait partie des questions intéressantes du moment. Bon, alors, on n'est pas prêt d'avoir le problème de Gênes. Hein. Alors, le contrat de concession prévoit pour l'ouvrage une durée de vie de 125 ans. Bon, moi, je ne serai probablement plus là. Hein. Mais alors, comment l'entretient-on? Alors ça, c'est un problème assez général. Pour les très grands ouvrages comme celui-là, c'est le cas de Normandie et de beaucoup d'autres, eh bien, on a... Alors d'abord, on a en France un système de surveillance réglementaire, au moins pour les ouvrages de l'État et des sociétés concessionnaires, parce que l'État l'impose aux sociétés concessionnaires. Pour les collectivités locales, c'est différent, puisqu'elles sont maîtresses de leur jeu. Mais en général, elles respectent. On doit avoir une inspection visuelle tous les ans par des ingénieurs compétents. Et tous les 6 ans, on doit avoir ce qu'on appelle une inspection détaillée qui, elle, doit être faite par des ingénieurs spécialisés. Et bien entendu,
aux inspections annuelles, on peut faire un certain nombre de remarques qui peuvent enclencher des travaux d'entretien ou de petites réparations. Et si les inspections détaillées mettent en évidence de grosses difficultés, eh bien à ce moment-là, on peut engager des travaux de réparation ou de confortement ou d'autres choses. Dans le cas des très grands ouvrages, en plus de ce système systématique de visite d'inspection, on a, en tout cas pour cela, ce qu'on appelle du monitoring. C'est-à-dire qu'on met en place un certain nombre d'instruments de mesure qui vont mesurer un certain nombre de paramètres. Alors, il ne faut pas s'imaginer que ça dit papa-maman. Hein. Derrière, il faut regarder ce que ça donne. Mais ça nous permet quand même d'avoir des résultats qui permettent de s'assurer de l'évolution de l'ouvrage. Dans le cas particulier des ponts haubans, eh ben, on vient de temps en temps ouvrir les capots des ancrages des haubans pour voir dans quel état sont les torons, pour voir si c'est corrodé ou pas, etc. Alors, mesdames, messieurs, je pense qu'on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Monsieur Virlogeux, nous vous remercions de nous avoir fait l'honneur de venir. Et vous remercierez Lord Foster de notre part. Merci.